Le livre de Giono, Le chant du monde, ça m'a beaucoup influencé. Ça m'a fait connaître une région et une façon de voir la nature qui me plaisait énormément. Donc un de mes premiers voyages, c'était en Vespa, je suis venu en Provence. Et donc je suis arrivé à Marseille. Et tout de suite, à Marseille, au Vieux-Port, on m'a volé ma Vespa. Et ça, c'était une énorme chance, quoi. Au moment même, je ne le savais pas. Mais après, ça s'est montré que c'était une chance. Parce que je ne pouvais pas abandonner à cause de ça. Donc, je suis allé en stop à Arles. Et à Arles, j'ai loué un vélo. Et je suis descendu en Camargue. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Camargue. J'ai commencé à faire des photos en Camargue. Voilà un paysage, un pays qui m'a passionné. Après un séjour d'un mois en Camargue, j'ai fait encore quelques jours dans les Alpilles et j'ai dormi un peu n'importe où. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses, ils étaient à la vente et à des prix très très bon marché comparé aux prix pratiqués en Allemagne. Donc, alors là, ça m'a fait vraiment rêver. Moi qui est né dans un HLM, je voyais qu'il y avait possibilité d'acheter une ruine avec peu de moyens. Quoi. Et donc, c'est ça qui est le début de cette histoire. Et après, j'ai fait connaissance de ma femme, et toutes les deux, on est venus avec l'idée de trouver quelque chose, d'acheter quelque chose. Entre-temps, les IP, les prix, ils avaient monté. C'était trop cher pour nous. Mais ici, dans le Luberon, il y avait encore moyen d'acheter quelque chose. Et donc, on a acheté ici et on habite toujours là. À Lorach, donc dans la ville où je suis né, il y avait un photographe très spécial, vraiment avec un caractère très très fort, mais un bon, très bon pour les paysages. Et donc, il m'a pris comme apprenti, et c'est comme ça que j'ai démarré, quoi. C'est un peu le système allemand classique. J'ai fait 3 ans d'apprentissage, en allant un jour par semaine à l'école spécialisée pour les photographes. Et c'est comme ça que j'ai eu vraiment quand même une base de métier très solide. J'ai des bons cavaliers, les gardiens en Camargue, ils me sont vraiment aidés. À l'époque, il n'y avait pas de tourisme, ça n'existait pas. Donc ils ont vu que je pouvais monter à cheval, je pouvais aller avec eux. Et de Nicolon, enfin les grands noms de la Camargue, ils me sont même aidés, ils ont trouvé ça sympa. Un jeune Allemand qui arrive comme ça, qui essaye de se débrouiller, de faire connaissance de la Camargue. Et donc j'ai fait des photos, je suis retourné tout de suite après, parce que j'avais envie d'aller plus loin. Et donc j'ai fait pas mal de photos. Et c'était peut-être le 3e voyage ou quelque chose comme ça. J'ai fait à la maison une maquette à la chambre noire, tiré moi-même, collé les photos, tout ça. Vraiment du bricolage, j'ai fait ça. Et je l'ai montré à un éditeur en Allemagne, à Munich. Et lui, il a regardé ça et ça lui a plu. Et il me dit, mais toi, tu vas à Manosque, tu montres ça à Giono. Si Giono il te fait une préface, moi je te publie le livre. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à Manosque et j'ai vu Giono, je lui ai montré la maquette et tout de suite il a accepté. C'était formidable, vraiment. Une rencontre vraiment exceptionnelle et très importante pour moi. La Provence, à cette époque, c'était vraiment pas la facilité. Il n'y avait pas de l'eau courante, par exemple. L'électricité était limitée à 100 watts. Si on mettait plus, tout tombait en panne. Il n'y avait pas de téléphone. Donc tout était vraiment difficile. Ce n'était pas une démarche facile du tout. C'était le plaisir de découvrir la Provence. Donc en 2 chevaux, on a fait les alentours, on a fait connaissance de gens. Que c'était un grand risque d'être si loin des villes.
Parce qu'en France, tout se faisait à Paris. Les expositions, les livres, tout était à Paris. Et à l'époque, pour aller à Paris, c'était quand même plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc, j'ai passé un mauvais moment comme ça. Cet isolement, j'avais l'impression qu'il faut payer cher avec ça. Et juste à ce moment-là, il y a Raffo qui a fait appel à moi. Et ça, c'était une chance inouïe pour moi. Parce que comme ça, mes photos, ils étaient à Paris aussi. Et j'avais une agence avec des collaborateurs qui travaillaient vraiment bien, qui connaissaient bien le métier. Et ils avaient toutes les relations. Et c'est ça qui m'a permis de vivre ici, de voyager, parce qu'après j'ai commencé à faire des grands voyages. Et c'est eux qui s'occupaient des publications et des contacts. Donc c'était une solution vraiment fabuleuse. Et le plus important avec tout ça, je faisais connaissance des grands collègues. Il y avait Doisneau, il y avait Bouba, il y avait Willy Ronis, il y avait Roland Michaud. Enfin, on était vraiment une bande de photographes assez exceptionnelle. Chacun avait ses problèmes, tout ça. Et on s'attendait. C'est peut-être une des rares agences où les photographes, ils avaient un très bon contact entre eux. On allait manger ensemble et on racontait tout ce qu'on avait vécu sur nos voyages et tout ça. C'était une ambiance vraiment fabuleuse. Au Japon, j'ai fait vraiment le changement du blanc et noir à la couleur, 68. Quand je suis revenu du Japon, j'avais vraiment envie de faire un sujet à profondeur en couleur. Donc j'ai fait les chevaux de Camargue, uniquement les chevaux. Hein. C'est le comportement des chevaux dans la nature. C'est ça qui m'a intéressé. Et comme je connaissais bien les propriétaires de ces manades, j'avais les clés pour aller sur ces propriétés privées pour faire les photos. Ce livre a eu beaucoup de succès. Ça montrait vraiment le comportement des chevaux dans la nature. Très tôt, j'ai commencé à faire des photos sur les problèmes de l'environnement. 70, la destruction de l'Amazonie, j'étais vraiment des premiers de publier ça. Après, j'étais un peu le photographe des problèmes de la nature, de l'agression de l'homme face à la nature. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans et je ne pouvais plus. Ça m'a démoralisé, vraiment. Donc, je me suis dit, il faut que tu arrêtes, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et par avant, un jour, j'étais à Mykonos, et le bateau a pris du retard, je ne pouvais pas partir. J'avais observé les chats, et ça m'avait marqué. La qualité de vie de ces chats, l'architecture qui convenait très bien aux chats, tout ça. Et je me suis dit, ça c'est un sujet pour un reportage. Je n'ai pas pensé au livre. Et donc j'ai arrêté l'environnement, je suis allé en Grèce pour les chats. Et après c'est devenu une aventure qui a duré des années. Je suis retourné régulièrement et j'ai observé ces chats, j'ai fait des photos. Et ça a eu un succès vraiment mondial. Mais l'architecture est un élément très important pour la vie. On oublie ça trop souvent, mais l'architecture, même les problèmes actuels qu'on a en France, les problèmes sociaux, tout ça, c'est en grande partie les responsables, c'est les architectes. Ça, je suis très dur là-dessus. Les HLM qu'on a fait, eh ben, les architectes n'ont jamais vécu là-dedans. Hein. Ça, c'est la preuve déjà que quelque chose de louche. Et l'homme, il a fait énormément de choses à l'architecture. Avec les mains. Il a construit avec les mains. Et dans des bonnes proportions. Et tout d'un coup, on a tout oublié. La lumière et l'architecture, c'est très lié tout ça. Les gens dans le désert, là aussi, il y a des maisons faites avec les mains, même en terre. Et après, les femmes, ils décorent ça. Donc c'est un cadre de vie qui est magnifique et c'est d'éléments de beauté
est très, très, très important pour moi. Que des gens qui sont très simples, qui n'ont pas connaissance des livres, ni des grands artistes, ni tout ça, ils ont ce souci de beauté. Ça, c'est quelque chose qui me touche, mais vraiment énormément. Et le monde moderne a oublié ça. L'art populaire, je pense que c'est très, très, très important pour beaucoup, beaucoup de raisons. Et je pense, là où il y a un art populaire, il y a aussi des très grands artistes. Parce qu'il faut une base de quelque chose. C'est pas le hasard qui fait les choses. Quand il y a une culture populaire, un art populaire comme ça, c'est beaucoup plus facile pour des individus qui sont du talent d'aller plus loin dans quelque chose. Et l'art populaire, c'est quelque chose qui est... Le fait que c'est populaire, que ce n'est pas des individus, c'est vraiment... C'est beaucoup de gens ensemble qui créent quelque chose, qui créent la beauté, qui sont de la fantaisie, qui font des pièces que, bien, aujourd'hui, on les met dans les musées. La vallée de l'Omo, pour moi, c'était un peu le berceau de l'humanité. C'était le premier voyage, c'était dans ce but-là, faire un reportage sur la région où l'histoire de l'homme a commencé. Après, j'ai vu les gens qui vivent là-bas et ça m'a beaucoup impressionné. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. L'Afrique, je ne connaissais pas l'Afrique, sauf l'Égypte, un tout petit peu. Mais donc, c'était pour moi vraiment un choc. Donc, je suis retourné vraiment pour faire plus et je suis tombé sur les sourds-mains, les souris. Et alors, les souris, avec leur peinture corporelle, ça m'a fait un choc, quoi. Que des gens qui vivent complètement en dehors de notre civilisation, ils sont capables de faire des peintures sur leur corps, que ici, ça pourrait aller dans n'importe quelle galerie. Il y a une modernité là-dedans et un plaisir de création. Ça continue encore aujourd'hui. Je suis vraiment passionné de ça. Je trouve ça vraiment extraordinaire. J'ai découvert une créativité et un plaisir de renouvellement constant qui est génial, quoi. Vraiment génial. Donc je suis allé 33 fois, chaque fois un mois. Ça fait beaucoup, beaucoup de temps que j'ai passé. Les difficultés au début, c'était terrible. C'est pas facile du tout. J'avais un très bon guide, et petit à petit des connaissances, des gens qui me ont aidé. Mais c'est pas le Club Med, hein. C'est quand même, ça reste pas facile. C'est des gens qui sont très différents de nous, qui sont des guerriers, donc ils ont des valeurs très différentes de nous. Et je le vois la différence avec d'autres, c'est des Éthiopiens qui sont paysans. C'est un plaisir d'aller là-bas, chez les paysans. Mais les éleveurs, les souris, c'est des gens, c'est des durs. Ils sont à peu près 35 000. Ils ont un territoire qui est grand comme un département français. Et ils sont éleveurs. Les changements climatiques, sur les 15 ans que je connais maintenant la région, on a vraiment l'impression que ça commence d'être très sérieux, ce problème. Le niveau du lac de Turkana, il baisse constamment. Donc c'est une preuve vraiment qu'on peut voir qu'il y a moins de pluie. Moins de pluie, c'est très grave pour les agriculteurs, c'est très mauvais pour les éleveurs parce que les vaches vont là où il y a encore de la nourriture. Donc ils vont chez le voisin. Et quand les vaches vont au-dessus des limites du territoire du tribu, c'est la guerre.
Donc il y a ces guerres de tribus presque en permanence, on peut dire, tout le temps. Et ça existe depuis toujours, probablement. Mais aujourd'hui, avec les Kalachnikov, ça fait du dégât. Une année de sécheresse comme ça, il y a, je ne sais plus, 7 ans de ça, il n'y avait plus d'eau nulle part, sauf dans la rivière principale. Donc toute la vie s'est concentrée à cette rivière. Les troupeaux, les gens et les enfants. Et les enfants, pour une fois, ils étaient tous ensemble, concentrés à la rivière. Ils se sont baignés et le jeu, un jour, c'était comme ça. Ils se sont mis des plantes, des fleurs dans les cheveux et ils se sont décorés. Et c'est devenu un jeu. Et moi, j'ai fait des photos et ça les a encouragés de faire vraiment le maximum. Et tout de suite, j'ai compris qu'ils ont un talent fou pour le faire. Par satellite, on voit encore les endroits où il y a peu de traces humaines. Donc ça attire la spéculation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc il y a des intérêts de tous les côtés. Il y a les Coréens, ils ont envie de faire du riz. Les Américains, ils veulent faire du coton. Les Éthiopiens, de la canne à sucre. Donc il y a énormément d'intérêt, mais on ne fait pas du tout attention aux gens qui vivent, parce qu'ils ne sont pas nombreux. En plus, pour le gouvernement, c'est des sauvages. Et pire que ça, c'est des sauvages dangereux parce qu'ils sont armés. Donc on n'a pas de respect pour eux. Et l'histoire des États-Unis avec les Indiens, ça se répète. On est témoin maintenant, c'est rebelote. Les intérêts sont tels que pour ces gens, c'est très, très, très difficile, quoi.